Le dîner du bout du monde. Si quelqu'un m'avait dit qu'un vieux dîner en ruine allait me sauver la vie, j'aurais éclaté de rire. À cette époque, mon fils et moi vivions dans un vieux pick-up qui sentait le métal rouillé et la pluie séchée. Chaque matin, nous roulions jusqu'à ce que l'aiguille de l'essence frôle le vide, puis nous arrêtions là où la route s'arrêtait. Ce matin-là, elle s'est terminée devant un lieu que je n'avais jamais vu auparavant, un petit dîner oublié, planté au bord du néant. Les vitres étaient brisées, l'enseigne ne tenait plus que par une seule chaîne. On pouvait encore y lire, à moitié effacées, les lettres « Ce nièce ». Je m'étais dit en souriant tristement, rien dans cet endroit n'a l'air ensoleillé. Pourtant, quelque chose, je ne sais quoi, m'a poussé à m'arrêter. Le parking était fendu, envahi d'herbes folles, le toit s'affaissait, la peinture s'écaillait en longues lamelles, comme une peau brûlée par le soleil. La porte d'entrée battait lentement dans le vent. « Papa » murmura mon fils Ethan, « tu crois que quelqu'un vit encore ici ?» Je secouai la tête. Pas depuis longtemps. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout comme une fine gelée blanche. Les banquettes éventrées, les tabourets rouillés, les menus délavés montraient encore des photos de pancakes et de café, souvenirs jaunis d'un autre temps. Et malgré tout ce désordre, une chaleur étrange flottait dans l'air, comme si les murs se souvenaient encore du rire des clients et de l'odeur du bacon grillé. Nous n'avions pas seulement trouvé 4 murs, nous venions de découvrir une mémoire. Nous avançâmes lentement, nos pas résonnant sur le carrelage fendu. La porte du fond menait à la cuisine, un vieux four cassé, un réfrigérateur cabossé, des étagères nues, sauf une tasse solitaire oubliée sur le comptoir. Ethan passa sa main sur la surface couverte de poussière. « Tu crois que ça marche encore ?» Une seule façon de le savoir, répondis-je à moitié en plaisantant. Je tournai le robinet. À ma grande surprise, un mince filet d'eau brunâtre jaillit dans un gargouillis d'air. Nous nous regardâmes, les yeux écarquillés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. C'est souvent ainsi que naît l'espoir, non pas dans un miracle éclatant, mais dans une goutte d'eau rouillée, au cœur d'un lieu que le monde a oublié. Cette nuit-là, nous avons dormi dans une banquette. J'ai colmaté la fenêtre brisée avec du carton, et nous nous sommes enveloppés d'une vieille couverture trouvée derrière le comptoir. Dehors, l'enseigne au néon clignotait faiblement, une seule lettre s'allumait par instant avant de s'éteindre de nouveau. Ethan, en la pointant du doigt, murmura. « Regarde, papa, elle marche encore. » « À peine, répondis-je. »« Oui, mais elle essaie, » ajouta-t-il avec un sourire. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Nous aussi, nous essayions encore. 2 âmes cabossées que le monde avait laissées derrière, mais qui refusaient de s'éteindre tout à fait. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, nous n'avons pas dormi dans le camion. Au matin, la lumière du soleil traversait les vitres brisées et transformait la poussière en une pluie d'or. Ethan était déjà réveillé, assis sur le comptoir, un carnet sur les genoux. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Notre dîner, » répondit-il fièrement. « Ce à quoi il ressemblera quand on l'aura réparé. » J'ai regardé autour de moi, le plafond effondré, la moisissure, les banquettes déchirées. Tout criait impossible. Et pourtant, devant le regard de mon fils, ce lieu en ruine semblait soudain plein de promesses. Peut-être que je devais, moi aussi, apprendre à le voir avec ses yeux. « D'accord, partenaire, » ai-je soufflé. Voyons ce que ce vieux bâtiment a encore dans le ventre. Nous avons commencé petit. Balayer le sol. Ramasser les débris. Boucher les trous du toit avec des morceaux de tôle trouvés derrière. Chaque soir, nous allumions un petit feu dehors, réchauffions une boîte de soupe, et parlions de l'époque où le dîner sentait encore le café et le pain grillé. Si on arrive à le réparer, on pourra peut-être cuisiner ici aussi, dit Ethan. Pour de vrais clients ? Plaisantai-je. Tu crois que les gens viendront jusqu'ici pour la cuisine de ton vieux père ? Il éclata de rire. Pas pour la nourriture, pour l'histoire. Je ne le savais pas encore, mais ce gamin avait raison. Un jour, en nettoyant le garde-manger du fond, j'ai trouvé une vieille boîte en fer. À l'intérieur, des reçus et des lettres, datées de 1972. Des mots griffonnés sur des serviettes, des bouts de papier, des tickets de caisse. Des lettres d'amour entre 2 personnes, Sonny et Joe. Elle disait, « Le café est froid, mais je le réchaufferai quand tu rentreras. » Ou encore, « Garde le grill chaud pour moi, rayon de soleil. » Je les ai imaginés tous deux ici, travaillant côte à côte, bâtissant un lieu qu'ils aimaient. Et soudain, j'ai compris,
je ne voulais pas seulement réparer un bâtiment. Je voulais poursuivre ce qu'ils avaient commencé ou redonner vie à leurs rêves. Nous avons accroché l'une de leurs photos sur le mur, un cliché jauni montrant Sonny et Joe devant le dîner, bras autour de la taille, riant aux éclats. On dirait qu'ils nous regardent, dit Ethan. Peut-être qu'ils nous encouragent, répondis-je. À partir de ce jour, nous avons appelé l'endroit le dîner qui attendait. Chaque jour apportait une nouvelle réparation, un tuyau percé, une charnière rouillée, une ampoule éclatée. La liste semblait sans fin, mais notre détermination aussi. Je ne savais pas encore comment nous trouverions l'argent, mais je savais une chose, remettre ce lieu sur pied nous donnait une raison de nous lever chaque matin. Et cela, ça n'avait pas de prix. Nous ramassions tout ce que nous pouvions vendre, bouteilles, ferrailles, vieux pneus. Certains nous regardaient avec curiosité, d'autres tendaient la main. Une femme nommée Carole, caissière à l'épicerie, a commencé à nous mettre de côté les pains invendus. Un plombier retraité s'est présenté un après-midi. J'ai entendu dire que quelqu'un essayait de réveiller l'ancien Sonny S. Vous avez besoin d'un coup de main? Bientôt, le bruit a couru dans la petite ville. Ce n'était pas de la charité, les gens voulaient simplement voir la lumière du dîner se rallumer. Et petit à petit, c'est arrivé. Chaque vis serrée, chaque latte remplacée, chaque éclat de rire partagé autour d'une tasse ébréchée redonnait vie à l'endroit. Le jour où le vieux four s'est remis à fonctionner, c'était comme une fête nationale. Ethan a trouvé une boîte de café au fond du placard, périmée depuis des années mais encore scellée. Nous l'avons préparé malgré tout. Il avait un goût de métal et de souvenirs, mais nous l'avons bu avec fierté. C'est la meilleure tasse de ma vie, ai-je dit. Ethan a souri. C'est parce qu'elle est à nous. Et il avait raison. Chaque chaise, chaque tasse, chaque carreau réparé était à nous parce que nous l'avions gagné à la sueur de nos mains. Le dîner n'était plus un simple abri. C'était devenu la preuve qu'on pouvait créer quelque chose de beau à partir des débris. J'ai repeint les murs en jaune vif, la même couleur que sur la vieille photo. Ethan a fabriqué une nouvelle enseigne avec des planches récupérées, Sonny S revient bientôt. Nous n'avions même pas encore l'électricité, mais qu'importe. Chaque soir, nous allumions des bougies sur le comptoir et mangions des haricots tout droit sortis de la casserole, en faisant semblant d'assister à notre grande ouverture. Quand on aura des clients, tu veux qu'on serve quoi d'abord, demanda-t-il un soir. Je souris. Des pancakes. Toujours des pancakes. Parce que les pancakes, c'est le matin. Et le matin, c'est une nouvelle chance. Voilà ce que ce dîner représentait désormais, la promesse que le soleil se lève encore, même pour des gens comme nous. Un matin, alors que nous balayions le trottoir, nous avons entendu des pas dehors. Un homme d'une cinquantaine d'années se tenait devant la porte chemise de travail, regard bienveillant. « C'est vous qui réparez le Sonny S ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, méfiant. Il eut un sourire. Mes parents étaient les propriétaires. Je suis Joe Junior. Mon cœur a manqué un battement. Il entra lentement, caressa du bout des doigts le comptoir usé. Je n'étais pas revenu depuis 30 ans, murmura-t-il. Je ne pensais pas revoir un jour cet endroit debout. Puis il se tourna vers nous. Vous avez besoin d'outils. De vrais outils. Le soir même, il est revenu avec une boîte à outils, une perceuse qui fonctionnait encore, et surtout, quelque chose d'inestimable, la permission de continuer le rêve. Dès lors, Joe Junior revint chaque week-end. Il nous aida à refaire le câblage, à installer les lumières, et surtout, à nous raconter l'histoire de ses parents. Maman disait toujours que ce dîner tournait grâce à plus que de la nourriture, raconta-t-il un jour. Elle disait qu'il fonctionnait grâce à la gentillesse. Je regardais Ethan, penché sur un carnet, esquissant des dessins de chaises neuves. Alors, on continuera à servir ça, répondis-je doucement. Parce qu'au fond, le vrai carburant de Sonny S, ce n'était ni l'électricité ni le café. C'était l'amour, la persévérance, et la certitude que même au bord du monde, un peu de lumière peut toujours rallumer une vie. Sonny S, le miracle d'un café oublié. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je n'étais plus seulement un homme qui survit, mais un maillon d'une chaîne invisible de gens qui refusaient d'abandonner la bonté, même lorsque tout semblait perdu. L'hiver arriva plus tôt que prévu, mordant et impitoyable. La neige s'infiltrait par les fissures du toit, et la nuit, nous dormions emmitouflés dans 3 couches de vêtements, serrés l'un contre l'autre pour garder la chaleur. Puis, un matin, le miracle prit la forme d'un routier fatigué.
Il entra, cherchant simplement une tasse de café. Nous n'avions qu'une vieille bouilloire de camping et un peu d'eau chaude. Je lui servis ce breuvage dans un gobelet en papier, presque honteux. Il y glissa un billet de 5 $ et me dit avec un sourire. Le meilleur café que j'ai bu de toute la semaine. Il ne savait pas que ce n'était même pas du vrai café. Mais c'est ainsi que tout commença, une tasse, un inconnu, une étincelle de vie ordinaire dans un endroit qui avait oublié ce que normal voulait dire. Quand le printemps revint, le vieux restaurant au Seniez se reprit des couleurs. Le jour où nous avons remis le courant, le néon clignota faiblement, la moitié des ampoules grillaient, mais la lumière jaillit quand même, obstinée, vivante. Ethan leva les bras en l'air et cria de joie. Nous sommes restés là, dans le parking fissuré, à contempler le mot Seniez qui clignotait par à-coups. Ce n'est pas parfait, dit-il, mais on dirait qu'il est heureux. Je lui répondis en hochant la tête. Comme nous. Parce que, sans même nous en rendre compte, nous avions bâti plus qu'un simple dîner. Nous avions bâti l'espoir, un espoir qui n'avait pas besoin d'autorisation pour exister. Il était simplement là. Peu à peu, les gens ont recommencé à venir. Des routiers, des habitants du coin, des randonneurs. Nous ne servions que du café instantané et des sandwichs, mais tous disaient la même chose. Cet endroit a quelque chose de différent. Certains ajoutaient. Ici, on se sent vu. Ils ne pouvaient pas vraiment l'expliquer, et nous non plus. Ethan eut alors une idée, il posa un petit carnet près de la caisse, invitant les clients à y laisser quelques mots. Certains messages étaient drôles, d'autres tristes, mais un jour, quelqu'un écrivit. Cet endroit m'a redonné foi en l'humanité. Je collai cette note au mur, parce qu'elle disait vrai. Le dîner ne nourrissait pas seulement les estomacs, il rappelait aux gens que la gentillesse existe encore, même dans les coins oubliés du monde. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, Ethan, adossé au comptoir, me demanda doucement. « Tu crois que maman aurait aimé cet endroit ?» Ma gorge se serra. « Elle l'aurait adoré, répondis-je. Il sourit. Alors, on s'en est bien sorti, hein ? À ce moment-là, j'ai compris, nous ne survivions plus. Nous vivions. Le passé faisait encore partie de nous, mais il ne faisait plus mal. Les murs n'étaient plus des témoins du chagrin, ils résonnaient de rires, de voix, d'odeurs de sirop et de café chaud. Et parfois, dans le grincement des chaises, dans le tintement des tasses, je croyais encore entendre sa voix douce, lointaine, présente dans le rythme même de notre travail. Nous ne gagnions pas grand-chose, mais ce n'était pas important. Le dîner nous donnait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un but. Chaque matin, lorsque je retournais le panneau open, je me sentais riche. Les gens demandaient. Comment avez-vous réussi à remettre tout ça en état? Je souriais et répondais. Avec du temps, de la sueur, et des gens de cœur. Parce que la vérité est simple, les gens veulent voir quelque chose de bon se relever. Il suffit de leur donner une raison d'y croire. Aujourd'hui encore, quand des voyageurs s'arrêtent sur la route 87 et me demandent l'histoire du lieu, je leur raconte tout, la nuit où nous avons dormi dans une banquette, le matin où la lumière est revenue, la première tasse de faux café. Certains rient, d'autres secouent la tête, incrédules, quand je dis qu'on a acheté le lieu pour presque rien. Je me contente de sourire et de leur servir une autre tasse. Parce que ce qu'ils goûtent, ce n'est pas du café, c'est de la rédemption lentement infusée, un peu amère, mais assez forte pour vous redonner envie d'avancer. Alors, si un jour vous roulez sur la route 87 et que vous apercevez un vieux néon clignotant où il est écrit Seniez, arrêtez-vous. Vous trouverez un père derrière le comptoir, un fils dessinant dans une cabine, et l'odeur rassurante des pancakes tout juste sortis de la poêle. Le plancher grince, les lampes bourdonnent, mais la chaleur, elle, est bien réelle. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement un restaurant, c'est la preuve vivante que même les oubliés peuvent être retrouvés. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est un homme brisé, un garçon plein d'espoir, et 15 $ de foi. Le jour où tout recommença. Décider de rouvrir le dîner, c'était comme se tenir au bord d'une falaise, terrifiant, mais magnifique. Nous n'avions pas de quoi acheter une enseigne neuve ni des menus élégants. Alors nous avons simplement collé sur la vitrine une feuille de papier où Ethan avait peint, d'un rouge éclatant. Seniez est de retour. Il faut que ce soit audacieux, déclara-t-il en levant son pinceau. Je ris. Fiston, l'audace ne paie pas les factures. Il haussa les épaules. Peut-être pas. Mais ça attire le regard. Et il avait raison. Nous n'avions pas besoin de tout le monde,
seulement de quelques âmes qui croyaient encore aux deuxièmes chances. Nous avions économisé pendant des mois, achetant les choses petit à petit, une machine à café d'occasion, 2 poêles trouvés dans une friperie, des assiettes et des fourchettes dépareillées mais propres. Le matin où nous avons enfin allumé les lumières, j'ai cru que ma poitrine allait éclater. L'endroit baignait dans une lueur dorée, comme s'il était fier de lui-même. On dirait qu'il respire à nouveau, murmura Ethan. Et c'était vrai. Après des années passées à survivre, j'avais l'impression que le monde retenait son souffle avec nous, attendant de voir si nous allions vraiment y arriver. Nos premiers clients furent 3 ouvriers du chantier de la route. Poussiéreux, les yeux cernés, ils s'assirent lourdement et demandèrent. « Vous avez du café ?» Ethan répondit avec un sourire. « Le meilleur qui soit, chaud et bon marché. » Ils éclatèrent de rire. Pendant qu'ils dévoraient leurs pancakes, l'un d'eux regarda autour de lui et dit. « Je n'aurais jamais cru que ce vieux boui-boui rouvrirait un jour. »« Nous non plus, avouai-je en souriant. »« Continuez, vieux. On se sent bien ici, ajouta-t-il. Cette phrase, si simple, m'a touché plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Parfois, quelques mots suffisent à réparer en vous quelque chose de brisé depuis trop longtemps. À midi, 5 autres clients étaient là. Le soir venu, 10. Nous n'avons gagné qu'une quarantaine de dollars, mais Ethan et moi nous sentions comme des millionnaires. Après la fermeture, nous avons partagé la dernière crêpe, assis sur le comptoir, riant comme 2 enfants. On l'a vraiment fait, dit-il. Non, on l'a commencé. Et c'est différent, répondis-je. Pourtant, en regardant autour de moi les murs recouverts de notes, la lumière se reflétant sur le chrome, l'odeur de café et de bois, j'ai su que c'était bien plus qu'un début. C'était la renaissance de quelque chose d'honnête, de vrai, d'accent grave nous. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous ouvrions à l'aube, fermions bien après la tombée du jour. Mes mains étaient à vif à force de laver les plats, et les vêtements d'Ethan sentaient le café et le sirop, mais je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Il parlait aux clients, dessinait leurs portraits sur des serviettes, notait leurs histoires. Tu vois, disait-il, tout le monde qui entre ici a une raison. Et il avait encore raison. Certains venaient pour manger. D'autres pour le silence. D'autres encore parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. D'une certaine façon, ils nous ressemblaient. Des âmes cherchant un lieu qui ne les rejetterait pas. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Quelques semaines après l'ouverture, un homme en costume s'est présenté. « Je suis de la mairie, dit-il poliment. Vous ne pouvez pas exploiter un commerce sans permis. » Je lui ai expliqué que nous essayions seulement d'empêcher ce lieu de s'effondrer. Il soupira. « Je respecte ça, mais les règles sont les règles. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'avais peur de tout perdre à nouveau. Mais le lendemain, la communauté s'est mobilisée. Carole de l'épicerie, Joe Junior le routier, et d'autres encore sont venus nous aider à remplir les papiers, à faire les démarches. Ils appelaient ça, en riant, de la paperasse communautaire. Quelques semaines plus tard, quand le certificat officiel est arrivé par la poste, je l'ai encadré et accroché sous la vieille photo de Sonny et Joe, les fondateurs du lieu. Ethan observa le cadre et dit. « Ça y est, on est officiel. » Je souris. « Oui, fiston. On est vrai. » Il secoua la tête. « On l'a toujours été, papa. C'est juste le papier qui le dit maintenant. » Et il avait raison. Ce document n'a rien changé de fondamental. Il n'a fait que confirmer ce que le dîner savait déjà, nous étions réels, vivants, et enfin à notre place. Lever de soleil Sonny S. dîner. Un lieu qui prouve qu'il suffit parfois d'un peu de foi, d'un pinceau rouge et d'un cœur qui refuse d'abandonner pour rallumer la lumière dans les endroits oubliés du monde. Le dîner qui croyait en nous. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions à notre place. Comme si le monde, au lieu d'effacer nos noms d'un trait de crayon, les avait enfin inscrits à l'encre indélébile sur la carte des vivants. L'hiver arriva sans prévenir, brutal et mordant. Le froid s'insinua à travers les murs, et les affaires ralentirent. Certains matins, nous n'avions qu'un client ou 2, les bonjours. Les tuyaux gelaient, les lumières vacillaient, et la vieille machine à café toussait comme un chien malade. J'essayais de cacher mon inquiétude, mais Ethan, lui, voyait clair. « On a connu pire, dit-il calmement. »« Peut-être, ai-je murmuré, le regard perdu dans la buée qui grimpait le long des vitres. Mais l'espoir, ça ne paie pas la facture de chauffage. » Il esquissa un sourire tranquille.
Peut-être pas. Mais la gentillesse, si. Il avait encore raison. Une semaine plus tard, une lettre arriva, adressée simplement à Sonny S. Dîner. À l'intérieur, un chèque de $500 et un mot griffonné, pour des repas chauds cet hiver, pour tous ceux qui en ont besoin. Un voyageur reconnaissant. Pas de nom. Pas d'adresse. Je relus la lettre 2 fois, incapable de parler. Ethan, lui, se contenta de dire. Tu vois? Je te l'avais dit. Nous avons utilisé l'argent pour acheter de l'isolation et de la nourriture supplémentaire. Et dès ce jour-là, chaque jeudi devint le jour des repas gratuits. N'importe qui pouvait pousser la porte, s'asseoir et manger. Aucune question, aucun jugement. C'est ce jour-là que j'ai compris que la générosité est contagieuse. Très vite, la rumeur se répandit. Les routiers commencèrent à laisser des pourboires plus gros que le prix de leur repas. Les fermiers locaux oubliaient des sacs de légumes à la porte. Même le maire fit une apparition, déclarant. On m'a dit que cet endroit nourrit les âmes autant que les estomacs. Je lui ai répondu avec un sourire fatigué. On fait ce qu'on peut. Il hocha la tête. Continuez. Ce n'était ni la gloire ni la fortune. C'était mieux, le respect. Celui qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on mérite une tasse de café à la fois. Un matin, Ethan me montra un croquis qu'il avait fait. C'était le dîner, vu de la route, la lumière du soleil traversait les fenêtres, un couple déjeunait, j'étais derrière le comptoir et lui nettoyait les tables. En dessous, il avait écrit « Le dîner qui croyait en retour ». Je suis resté longtemps à fixer ces mots. C'est ce que je ressens, dit-il doucement. Comme si le dîner croyait en nous, lui aussi. Et peut-être que c'était vrai. Les lieux comme celui-ci se souviennent. Ils gardent les rires, la chaleur des mains qui les ont reconstruits. Ce n'était plus seulement notre histoire. C'était celle de tout le monde. Puis vint la tempête. Une neige si lourde qu'elle paralysa la ville pendant 3 jours. Le toit du dîner tint bon, mais les lignes électriques cédèrent. Cette nuit-là, nous nous sommes blottis derrière le comptoir, emmitouflés dans des couvertures, écoutant le vent hurler comme un animal en colère. Et si tout s'écroule encore, demanda Ethan d'une voix tremblante. Je regardais les bougies tremblotantes, les murs que nous avions repeints ensemble. Alors on reconstruira, répondis-je simplement. La vie m'avait appris une chose, rien de ce qui vaut la peine ne reste facile très longtemps. Mais réparer donne un sens à tout. Quand la neige cessa enfin, nous ouvrîmes les portes. Les voisins vinrent chercher un peu de chaleur. Nous servimes une soupe chaude sur un petit réchaud de camping, son parfum emplissant l'air. Joe Junior apporta un générateur. Carole, du café. À midi, le dîner débordait de monde, des rires, des histoires, des enfants qui faisaient sécher leurs gants près du comptoir. Ce jour-là, le restaurant ne ressemblait pas à un commerce. Il ressemblait à une famille. Le soir, quand tout le monde fut parti, je restai seul dans la salle vide et murmurai. Tu as bien fait, vieille maison. Le radiateur cliqueta, comme pour me répondre. Le printemps revint, et avec lui, la vie. Nous repeignîmes la façade en bleu ciel, plantâmes des fleurs devant la porte, et accrochâmes un petit panneau d'ardoise. Venez affamer. Repartez plein d'espoir. Ce n'était pas du marketing, juste une vérité durement apprise. Certains clients venaient pour parler. D'autres, parce qu'ils avaient entendu parler des repas du jeudi. Un jour, un homme laissa un mot sur une serviette. J'avais décidé d'en finir. Votre gentillesse m'a arrêté. J'ai gardé cette serviette dans la caisse, à la place de l'argent. Aucun billet ne pourrait jamais valoir autant. Entre-temps, Ethan s'était mis à concevoir son propre menu, les pancakes porte-bonheur de papa, le spécial du routier fatigué. Il me convainquit même d'accrocher ses dessins au mur, des voyageurs, des tasses de café, le dîner à travers les saisons. Les gens les adoraient. Une femme proposa d'en acheter un. Ethan refusa avec un sourire. Certaines choses doivent rester ici. Je ris. Tu parles comme un vieux philosophe. J'en ai un bon pour modèle, répondit-il en riant. Et j'ai compris qu'il avait grandi ici entre l'espoir et le travail. Nous restions pauvres aux yeux du monde. Le toit fuyait encore quand la pluie était trop forte, et la machine à café toussait toujours comme un vieil asthmatique. Mais désormais, cela ne me dérangeait plus. Chaque fissure, chaque imperfection racontait une histoire. Quand on me demandait combien valait le dîner,
je répondais. Tout. Il croyait que je parlais d'argent. Je parlais des gens. Des rires. Des secondes chances qui emplissaient ces murs. Le dîner ne nourrissait pas seulement des corps, il rappelait à chacun que les choses brisées pouvaient encore servir. Une nuit, après la fermeture, Ethan demanda. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si on ne s'était pas arrêté ce jour-là? Je hochai lentement la tête. Oui. On serait encore sur la route, à chercher quelque chose. Il sourit. Alors, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Peut-être que c'est ça qui nous a trouvés, répondis-je. Il rit. Tu parles comme un biscuit chinois. Peut-être bien. Mais la vérité était plus simple. Parfois, la vie ne crie pas ses bénédictions. Parfois, elle attend en silence. Comme un vieux dîner au bord d'une route vide, attendant qu'on pousse la porte. Le lendemain matin, nous avons trouvé une lettre scotchée sur la porte. Elle venait d'une femme nommée Lisa, qui disait être la petite-fille de Sonny et Joe, les fondateurs du lieu. Elle avait vu notre histoire dans un article en ligne. La lettre disait. Il serait fier. Cet endroit a été bâti sur l'amour. Vous l'avez ramené à la vie. Elle avait joint une petite photo, Sonny et Joe, serrant un bébé dans leurs bras. Derrière, ces mots simples, l'amour garde les lieux en vie. Je l'ai accrochée près de la caisse, là où tout le monde pouvait la voir. Parce qu'elle avait raison. C'est bien l'amour sous toutes ses formes qui avait reconstruit cet endroit. Aujourd'hui, quand on me demande si je veux agrandir le dîner, je souris. Non. C'est assez. Parce que le succès ne signifie pas toujours plus grand. Parfois, il signifie simplement durer. Nous avons traversé les tempêtes, les dettes, les doutes. Et nous sommes restés debout. Peut-être que c'est tout ce qu'on peut espérer, tenir bon, quand la vie essaie de nous faire tomber. Le dîner tremble encore parfois la nuit, son enseigne clignote, son vieux moteur ronronne quand le vent souffle fort. Mais ce son ne m'effraie plus. Il me semble vivant. Comme un battement de cœur. Comme un foyer. Alors, si un jour vous vous perdez sur une longue route, gardez les yeux ouverts. Vous verrez peut-être, au détour d'un virage, un petit dîner bleu brillant dans la nuit, sa lumière chaude débordant des fenêtres. À l'intérieur, un vieil homme versera du café pendant qu'un jeune artiste dessinera près du comptoir. Ils vous souriront, vous tendront une assiette, et écouteront votre histoire. Parce que c'est à cela que sert cet endroit, rappeler à chacun qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. 15$ ont bâti les murs. Mais c'est la bonté qui a bâti le reste. L'année où le dîner fêta ses 5 ans, Ethan rentra un soir, un tube de dessin sous le bras et un large sourire au visage. Il avait pris de la carrure, mais dans ses yeux brillait encore le gamin qui avait dormi sur une banquette la première nuit. J'ai esquissé quelques idées entre deux cours, dit-il, en déroulant ses plans sur le comptoir où les auréoles de café ne partaient plus. Rien de grandiose, juste ce que ce lieu pourrait devenir. Je passai le pouce sur les traits de crayon, de nouvelles fenêtres, une petite terrasse, une rampe d'accès, un garde-manger à la place du placard à serpillière. On n'a pas besoin de plus grand, dis-je. Juste de mieux. Il hocha la tête. Exactement. Nous avons commencé un dimanche soir après la fermeture. La pluie battait doucement la tôle du toit comme une horloge paisible. Ethan mesurait, je tenais le niveau, et les habitués du coin, ceux qui occupaient toujours la banquette du fond pour jouer aux échecs, se sont portés volontaires sans qu'on ait à leur demander. Et à cet instant, j'ai su que ce niais dîner n'était plus seulement un lieu. C'était une preuve que l'amour, la persévérance et la foi peuvent tout reconstruire. Joe Jr. arriva avec un pistolet à clous et une 6-pack de blagues qui s'évaporaient aussi vite que la poussière s'accumulait. Carole, elle, se présenta avec des sandwichs enveloppés dans du papier ciré et un sourire malicieux. Manger d'abord, réparer ensuite. C'était comme un retour au début, de la sueur dans les poumons, du café tiède sur la plaque chauffante, des plans griffonnés, froissés par des mains pleines de vie. J'étais plus lent maintenant, les genoux raides, les épaules lourdes. Mais mon cœur, lui, n'avait jamais été aussi léger depuis longtemps. À la 3e semaine, l'inspectrice débarqua, une femme soignée, bloc-notes à la main, regard acéré. « Vous avez ajouté un Porsche ?» demanda-t-elle, marchant sur les nouvelles planches avec la précision d'une funambule. « Oui, madame », répondit Ethan d'une voix calme, ses mains aussi sûres que ses mots. Elle vérifia les boulons, la pente, les garde-corps. « Qui a fait les plans ?»« Moi »,
dit-il, en jetant un coup d'œil vers moi. Elle esquissa un sourire. Travail d'étudiant, mais sérieux. Elle nota quelque chose que je ne pus lire et rangea son stylo derrière son oreille. Vous rendez l'endroit plus sûr, ajouta-t-elle. Plus doux. Avant de partir, elle murmura. C'est un changement bienvenu. Quand elle fut partie, je m'appuyai sur la rambarde fraîchement poncée et dis à Ethan ce que je pensais depuis le matin. Tu es bon dans ce que tu fais. Certains changements se fondaient dans le décor, une barre près de la caisse pour les mains fatiguées, une étagère abaissée pour que les plus petits attrapent leur tasse, des rideaux épais pour empêcher l'hiver de mordre les chevilles au comptoir. D'autres, au contraire, s'affirmaient haut et fort. Ethan peignit la porte d'entrée d'un jaune citron éclatant, la couleur exacte de la tarte au citron que nous n'avions jamais réussi à réussir. Sonny aurait aimé, dit-il en reculant pour contempler le résultat. Et je sus qu'il avait raison. La photo de Sonny et Joe, accrochée derrière le comptoir, semblait moins une relique qu'un signe d'approbation. Nous avons aussi suspendu une nouvelle enseigne, peinte à la main sur du cèdre. Ouvert jusqu'à ce que l'espoir ferme. Les affaires ne connurent pas de miracle. Elles s'enracinèrent, simplement, comme une plante qu'on arrose sans attendre de fleurs. Les routiers apprirent qu'ils pouvaient dormir 1 heure dans la banquette du fond s'ils prenaient un petit déjeuner. Le lycée local installa la tradition des photos de bal sur notre porche, chaque mois de mai, filles scintillantes, garçons raides dans leurs chaussures neuves. Les repas du jeudi prirent de l'ampleur jusqu'à nécessiter 2 marmites et 3 bénévoles. Nous ajoutâmes un tableau perforé, le « mur du café suspendu ». Chaque ticket représentait un café, un petit déjeuner ou une soupe chaude, déjà payé par un inconnu pour celui qui en aurait besoin. Je voyais les gens choisir un ticket comme on choisit le courage, en silence, en tremblant parfois. Ils le glissaient à Ethan, comme un signe secret, puis se redressaient, plus fiers, plus vivants. Certaines nuits, je fermais les yeux et je revoyais encore les traces de pneus sur la route que nous avions failli ne jamais quitter. Puis la clochette de la porte tintait ce son fragile mais rassurant et quelqu'un entrait, apportant avec lui sa météo et son passé. Le dîner l'accueillait aussitôt, comme un manteau qu'on enfile après le froid. Un homme laissa un jour une photo polaroid de sa femme disparue, glissée sous le sucrier, à sa place préférée. Une infirmière de la ville écrivit notre adresse au dos de son badge, pour se souvenir où venir quand les gardes de nuit devenaient trop longues. Rien de tout cela ne payait les factures d'électricité. Mais tout cela payait la raison de continuer. Quand le toit finit par ressembler davantage au ciel qu'à un abri, la ville organisa un pique-nique de crêpes sur le parking. Nous appelâmes ça « Raise the roof », littéralement remonter le toit. L'objectif était griffonné sur un grand tableau noir, avec la promesse de crêpes bosselées et de comptes honnêtes. Les gens vinrent avec des chaises pliantes, des couvertures de brocante, des rires d'enfants. Les anciens tenaient la plaque chauffante comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Les adolescents servaient les assiettes avec un sérieux religieux car le petit déjeuner, c'est une liturgie du quotidien. Je tentais plusieurs fois de dire merci, mais les mots restaient coincés. Alors je me contentais de retourner les crêpes, encore et encore, jusqu'à ce que le soleil décline et que le bocal à dons se remplisse d'une confiance anonyme, lourde comme un trésor. Le lendemain, nous achetâmes des bardeaux neufs. Mais la santé, elle, avait ses propres réparations à exiger. Le médecin parla d'un signal d'alarme, d'un feu dans le corps qu'il fallait éteindre avant qu'il ne prenne. Ethan plaça un nouvel emploi du temps. Nous affichâmes de nouveaux horaires, fermés le lundi, après-midi libre le mercredi. Et, à ma grande surprise, rien ne s'effondra. Les habitués s'adaptèrent. Vous nous avez appris la persévérance, dit Carole en me versant le café. Laissez-nous vous apprendre le repos. J'appris à m'asseoir 10 minutes après l'ouverture, à savourer la première tasse comme une cérémonie. À laisser le vacarme du dîner se dérouler sans tenter d'intercepter chaque cuillère qui tombait. Le lieu tournait désormais grâce à de nombreuses mains. Et c'était une grâce. Ethan, lui, avait terminé son diplôme et revenait pour de bon, sa boîte à outils claquant comme une promesse. J'ai trouvé un travail dans un petit cabinet du coin, dit-il, presque gêné. Rien de spectaculaire. On construit là où on vit. Je lui répondis qu'il bâtissait bien plus que ça, des rampes d'accès pour la bibliothèque, des bancs ombragés à l'arrêt de bus, un abri derrière l'église, un abri qui ne s'appelait pas abri, parce que les gens dorment mieux sous des mots plus tendres. Le soir, il dessinait ici, de nouvelles étagères, une table de préparation plus solide, un coin tranquille près de la porte de service. Le regarder façonner le bois en douceur, c'était comme voir le temps lui-même plier les mains et sourire. Au printemps,
nous lançâmes une bourse d'études. La petite fille de Sonny et Joe nous envoya un chèque accompagné d'un mot. Pour un gamin qui a besoin d'un premier pas. Ce n'était pas grand-chose, des livres, une paire de bottes, le ticket de bus du matin, mais c'était de la générosité précise, celle qui tombe exactement là où elle doit. Ethan l'appela le pas de soleil. Les candidats écrivaient leurs demandes directement au comptoir, entre le pot à crayon, le ketchup et le bocal à pourboire. Pas de dissertation. Pas de grandes phrases. Juste un motif, une date de départ, un contact à prévenir si le courage faiblit. La première bourse servit à acheter des gants de soudure. La seconde, à payer un examen du GED. Les reçus sont encore encadrés, à côté de notre licence commerciale. Un garçon de 12 ans, Marco, fit du tableau Pay It Forward sa mission personnelle. Chaque jour après l'école, il comptait les tickets et sermonnait les habitués. On a 12 cafés et 6 petits déjeuners, faudrait équilibrer. Il m'apprit que la générosité aime être bien organisée. Un jeudi, il entra avec une boîte à chaussures pleine de billets froissés et de pièces. Papa a dit que je pouvais faire ma fête d'anniversaire ici, à condition que j'utilise ça pour la soupe. Nous servimes 6 bols supplémentaires ce soir-là. Marco insista pour y ajouter des garnitures. C'est ça, la dignité, dit-il, en parsemant la coriandre. Et je décidai de le croire. Toutes les journées n'étaient pas un récit. Certaines n'étaient qu'une suite de vaisselle, de graisseurs à nettoyer, de factures à régler et de bulletins météo. Il y eut des semaines où la caisse fronçait les sourcils et où la friteuse boudait. Un food truck s'installa près de la route et attira quelques habitués du matin. Nous apprîmes à leur faire signe quand ils passaient et à vraiment le penser. Un jour, pendant un creux, je dis à Ethan. L'échec ne claque pas toujours la porte. Parfois, il pousse juste le verrou sans prévenir. Il essuya le comptoir 2 fois, puis répondit. Alors rendons notre porte plus collante. Nous nous concentrâmes sur ce que nous savions faire de mieux, écouter plus longtemps que le café ne met à refroidir. 1 an plus tard, l'inspectrice revint, son carnet à la main, le même chignon impeccable. Elle commanda des œufs, resta 1 heure après le déjeuner, posa 1000 questions sur le Porsche, la rampe, les jeudis solidaires. Avant de partir, elle dit doucement. Ma mère aurait aimé cet endroit. Sous son assiette, je découvris un mot griffonné sur une serviette. Renouvellement du permis accordé. Usage communautaire reconnu. Je le lus 3 fois avant de le glisser sous le salier, là où nous rangeons les papiers importants jusqu'à ce qu'on se rappelle de les classer. La paperasse restait la paperasse, mais les formulaires semblaient plus légers ce jour-là. Parfois, le système remarque la bonté et s'incline d'1 millimètre vers elle. Et ce minuscule mouvement suffit à tenir une journée debout. Cet été-là, alors que la chaleur semblait vouloir faire fondre la patience humaine, Ethan proposa un projet parallèle, un frigo solidaire. Il récupéra une vieille vitrine de charcuterie, un ventilateur capricieux, et construisit un rayon frais, improvisé. Nous l'avons rempli d'eau, de fruits, de sandwichs emballés comme des cadeaux. Au-dessus, un écriteau. Gratuit si tu en as besoin. Prix juste si tu peux. Et chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression que ce petit frigo respirait un souffle de bienveillance, discret mais constant, comme si le cœur du dîner battait un peu plus fort à cet endroit précis. Ce niaise dîner au l'endroit où la lumière ne s'éteint jamais. Nous essayions de ne pas regarder quand quelqu'un prenait quelque chose sur la pile commune, un fruit, un pain, un peu de réconfort, mais c'est difficile de détourner les yeux d'un miracle. Un homme venait chaque après-midi pendant 1 semaine, il attrapait 2 pommes, hochait la tête en silence, puis repartait sans un mot. Le vendredi suivant, il est revenu avec un bocal plein de pièces de 25 cents et un sourire timide. Il les a déposées dans la boîte commune, puis est ressorti, le dos plus droit, le pas plus léger. Le temps, lui, s'étirait comme la pâte d'une tarte avant de se replier dans les coins du jour. J'ai appris à compter les années non pas avec des calendriers, mais avec les taches sur les tabliers, les auréoles de café sur les carnets de commandes, les traces laissées par le soleil sur le chrome du comptoir à 4 heures précises, en juillet. Il y eut ce jour où un gamin qui s'endormait jadis dans nos banquettes est revenu en uniforme, il a déposé sur la table son pourboire ou tout son premier chèque de paie comme on plante un drapeau. « Tu m'as sauvé », a-t-il murmuré avant de repartir, sans nous laisser le temps de protester. À force d'écouter, j'ai appris à reconnaître le temps qu'il faisait rien qu'à la façon dont le vent franchissait la porte, à distinguer la tristesse au bruit des pas, à comprendre la différence entre un silence qui appelle une présence et celui qu'il faut simplement laisser respirer, avec une seconde tasse de café posée tout près.
Le restaurant m'a enseigné des langues sans nom, la vapeur, le crissement, le soupir. Nous avons organisé une cérémonie en mémoire de Sonny et Joe, un matin qui sentait le pain grillé. Leur petite fille avait apporté un vieux livre d'or, jauni, datant des années 1970. Les gens ont signé les deux, le sien et le nôtre, puis raconté des histoires d'incendies de friteuses et de demandes en mariage, de derniers cafés et de premières chances. Nous avons suspendu au-dessus de la banquette d'échecs une plaque simple. Construit par amour. Maintenu par lui. J'ai prononcé quelques mots dont je ne me souviens plus, sauf du moment où ma voix s'est brisée en un simple « merci ». Après la cérémonie, nous avons servi les pancakes comme Joe Junior jurait que son père les retournait du poignet, jamais du coude. Les miens étaient toujours un peu de travers. Personne ne s'en est plaint. Quand mes mains ont commencé à trembler au point de ne plus pouvoir confier une assiette sans craindre la casse, j'ai laissé les jeunes de l'école technique prendre le relais pour une journée. Apprends-nous ton H, ont-ils insisté, comme si la taille des dés de pommes de terre était un héritage sacré. Nous avons fait un désordre monumental et un souvenir impérissable. Je me suis mis à aller plus lentement, à saluer davantage, à moins manier la poêle. J'ai appris les noms des chiens grâce aux photos qu'on me montrait sur les téléphones, et la musique particulière des rires de ceux qui ne s'étaient pas entendus rire depuis longtemps. Ethan a pris en charge la préparation du matin. Il fredonnait en épluchant les pommes de terre, le même air que sa mère chantait autrefois en pliant le linge. Le dîner n'a pas raté une seule mesure, il a simplement appris à battre au rythme de nos vies. Puis, un soir de février, la plus violente tempête que nous ayons jamais vue s'est abattue depuis la rivière, brisant les arbres comme des allumettes. L'électricité s'est coupée à 19h. À 19h01, la porte s'est ouverte. Des gens trempés, grelottants, ont afflué dans la salle. Nous avons allumé les réchauds de camping, réchauffé la soupe dans une marmite plus âgée que nous deux réunis. L'église a envoyé du café, le lycée des couvertures, et l'inspectrice municipale un simple courriel. Autorisation exceptionnelle, abri d'urgence. Prenez soin de vous. Nous avons servi sans relâche jusqu'à ce que la pluie reconnaisse sa défaite. Quand le soleil a enfin osé se hisser au-dessus de l'horizon, quelqu'un a commencé à applaudir. Ce n'était pas pour nous. C'était pour le simple fait d'être encore là, ensemble. Les années ont fait ce qu'elles font, elles se sont empilées comme des piles d'assiettes propres, un confort que je n'aurais jamais cru aimer. Ethan s'est marié à une femme qui sent le basilic et rit avec tout son dos. Ils viennent chaque samedi avec leur petit garçon. Je lui sers des pancakes en forme de comète et fais semblant que le moule a été conçu exprès pour ça. La pièce d'accueil est devenue un refuge à elle seule, manteau en hiver, poussette au printemps. Joe Junior boite un peu maintenant, mais il continue de venir inspecter les câbles et le disjoncteur une fois par mois, tout en racontant des blagues qui s'améliorent à mesure qu'elles empirent. Parfois, je m'assieds simplement. J'observe la porte, j'écoute la cloche tintée, j'attends le frottement familier des pieds de chaise, le son discret mais clair qui dit « On a encore besoin de nous ». Si vous me demandiez ce que nous avons construit ici, je ne vous parlerai pas d'une entreprise. Je vous montrerai plutôt le tableau d'affichage couvert de petits tickets de café prépayés, offerts à ceux qui viendraient sans un sou. Je vous ferai toucher la porte jaune, polie par des milliers de mains pleines d'espoir. Je vous lirai les petits mots glissés sous les sucriers. À demain. Nous avons gardé le nom Sonny S, parce que certaines lumières méritent simplement de continuer à briller. Et nous y avons ajouté notre promesse, car l'espérance aussi a besoin de racines pour durer. Quand on me demande notre secret, je remplis une tasse, je la pose lentement devant la personne, et je dis la vérité. Nous n'avons pas sauvé ce dîner. C'est lui qui nous a sauvés. Depuis ce jour, nous gardons l'enseigne allumée pour que quiconque viendra après nous sache qu'il existe encore un endroit, quelque part, où la chaleur ne s'éteint jamais, où les inconnus deviennent famille, et où la lumière du matin trouve toujours un comptoir sur lequel se poser.